Bonjour Henri Guénaud, bonjour à tous. Alors que de sujets aux idées mènent le monde, le cinéma, les Jeux Olympiques, l'art, tout ça qui a un dénominateur commun, l'envie de vivre. L'envie de vivre, c'est aussi, ça peut aussi être porté par l'action politique. Charles de Gaulle disait « La dépression du moment est parfaitement guérissable. Dans la longue vie de la France, il y eut déjà des périodes d'abaissement d'où elle est sortie avec éclat. » Henri Guénaud, vous connaissez bien la vie politique. Vous avez été ancien conseiller spécial à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Vous avez été aussi ancien député. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle De Gaulle, le nom de tout ce qu'il nous manque. Et c'est vraiment un ouvrage remarquable qui retrace les idées et l'action en fait, du général de Gaulle. Et cette citation, d'ailleurs, elle venait de votre ouvrage. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une certaine idée de la nation, mais pas seulement. Je m'interrogeais quand même, pour les uns, la nation, c'est un totem, pour les autres, c'est un tabou. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de se mettre d'accord sur cette notion-là ? D'abord, bonjour à tous. Et merci d'avoir organisé cet entretien et de vous être plongé dans la lecture de cet ouvrage. Alors je dois dire que le petit entrefilé qui m'est consacré dans le document, l'auteur fait preuve d'un sens de la poésie assez aigu, puisqu'il paraît que je suis à fleur de peau, parfois colérique. C'est dit très gentiment, mais... Alors, je ne suis pas plus à fleur de peau que n'importe qui, mais de temps en temps, il y a des choses, effectivement, qui m'indignent. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Donc, voilà, ça trace le décor. La nation, mais c'est ni un tabou, la nation, c'est un fait. C'est un fait historique, un fait culturel, parfois un fait anthropologique, un fait politique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et se demander si c'est bien ou si c'est mal. C'est à mon avis passer à côté de l'essentiel. C'est se condamner soit à raconter n'importe quoi, soit à commettre d'énormes erreurs. C'est-à-dire, au fond, les peuples ont deux façons de s'organiser aujourd'hui. Alors par le passé, ils en ont eu d'autres. Ils ont d'abord eu les tribus, puis les cités-États. Bon, les tribus, il y a encore des endroits où ça existe. C'est qu'à aller voir en Libye ou dans une partie de l'Afrique, ça reste très structurant. Ou dans certaines peuplades primitives en Amérique latine. Les cités-États, il n'en reste plus beaucoup. Alors on pourrait classer dans les cités-États le Luxembourg ou Singapour, mais enfin, ça va pas très loin. Il reste donc deux formes d'organisation des peuples dans le monde, qui sont les nations et les empires. Et ce sont des formes qui sont le produit de l'histoire, qui sont, alors parfois le produit de la géographie aussi. Ce sont deux formes concurrentes. Et il est très difficile de passer de l'une à l'autre. Voilà, la France, elle s'est forgée comme nation, mais elle n'est pas la seule. L'Allemagne, même si à un moment elle s'est appelée Empire, s'est forgée comme une nation. Pas confondre l'Empire allemand créé par Bismarck et Guillaume Ier avec le Saint-Empire romain germanique, qui lui était un empire. Alors si on veut définir la nation, l'essence de la nation, elle tient tout entière au fond dans cette phrase, cet adage célèbre des rois de France: le roi de France est empereur en son royaume. Voilà, ça veut dire que la souveraineté, elle est attachée à la nation, et qu'au-dessus de la souveraineté de la nation, il n'y a rien. Rien qui puisse être, en tout cas, qui puisse imposer quoi que ce soit à la souveraineté de la nation. Dans les empires, les choses sont assez différentes. La nation, elle a des frontières.
Alors, de temps en temps, elle un peu grignoté quelques provinces autour, mais son but n'est pas l'extension, son but, c'est l'unification. L'Empire, lui, il a d'abord une vocation universelle, c'est-à-dire, au fond, il a vocation à s'étendre presque indéfiniment. Évidemment, les grands exemples de l'histoire, c'est l'Empire d'Alexandre ou l'Empire romain. Et il a vocation à regrouper des peuples différents. Il y a un peuple pour la nation, et il y a des peuples dans les empires, avec des mosaïques de religions, de langues, de cultures, etc. Même si, par-dessus, on peut plaquer une culture commune pour essayer de rassembler tous ces éléments épars, mais il reste profondément hétérogène. La nation, elle pousse à l'homogénéité, et l'empire à l'hétérogénéité. Et un des grands problèmes de toutes les époques, c'est de gérer l'effondrement éventuel des empires. C'est-à-dire ce passage de l'empire à cette mosaïque de peuples, à l'esquisse de nouvelles nations. L'Empire romain, on a mis très longtemps pour s'en... Alors la nation, le concept de nation n'existait pas encore, mais on a mis très longtemps avant de mettre en ordre les débris de l'Empire. On a mis des siècles. Et de trouver de nouvelles formes stables d'organisation de l'État, du pouvoir, d'organisation de la meilleure façon de vivre ensemble. Et dans l'entre-deux-guerres, on a expérimenté la fin de l'Empire austro-hongrois, empire multinational, dont les débris ont, pour dire les choses de façon un peu abrupte, ont pourri la vie de l'Europe, et ont été l'une des causes parmi d'autres de la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous vivons aujourd'hui, nous sommes en face aujourd'hui des conséquences de l'effondrement, non pas seulement de l'Union soviétique, mais de l'Empire russe en 1991, qui a laissé des débris, dont les débris sont là devant nous. Je crois qu'il y a 25 millions de Russes encore en dehors de la Fédération de Russie. Et les débris ne sont pas seulement des débris ethniques ou linguistiques, enfin des populations éparses, perdues dans d'autres nations. Non, ce sont aussi des souvenirs, ce sont aussi des traces laissées par l'histoire, des blessures profondes. Ce que nous négligeons en général totalement. Nous le négligeons quand nous nions la nation, et nous le négligeons quand nous nions les traces laissées par les empires. C'est de ça dont moi j'aimerais beaucoup parler aujourd'hui. C'est de ce fâcheux pensant de notre époque à laisser de côté tout ce qui n'est pas tangible, visible, mesurable, concret, comme on dit, et qui pourtant est essentiel dans le comportement des êtres humains. Nous sommes guidés par des choses très visibles et par des choses tout à fait invisibles, mais bien réelles. Nous savons qu'elles sont réelles, mais très souvent nous les écartons parce que ça nous paraît au fond indéfinissable, encore une fois, non maîtrisable. C'est-à-dire que nous sommes confrontés au conscient et à l'inconscient, et nous sommes confrontés à quelque chose que notre époque a particulièrement évacué, qui est ce que j'appelle la nature humaine. C'est-à-dire que, vous savez, la politique, le droit, la culture, la civilisation, la religion, ça a d'abord pour objectif de maintenir le plus possible cadenassé au fond de nous-mêmes ce que l'homme contient de plus sauvage en lui. Et dès que ça se fissure, bien la sauvagerie ressort. Et chez les peuples les plus civilisés, vous savez, l'Allemagne était un peuple très faisait partie des peuples les plus civilisés du monde dans les années 30. La France était un des peuples les plus civilisés du monde. Ça n'a pas empêché, à la fin du XVIIIe siècle, ça n'a pas empêché de sombrer quelques mois dans son histoire dans la terreur. Voilà, c'est quelque chose. Et à force d'oublier ce que nous sommes et de croire que nous sommes tellement meilleurs que ceux qui nous ont précédés, nous finissons par laisser s'échapper cette sauvagerie et elle nous saute à la figure.
Alors vous venez de dire beaucoup de choses, hein. Je trouve très intéressant ce dernier point. On a vu notamment l'assaut du Capitole aux États-Unis, qui vous a parlé de partisans de Donald Trump, qui vous a beaucoup marqué, je crois. À quoi peuvent aboutir ces tensions, hein, ces tensions extrêmes dans les sociétés humaines, en fait? Moi, je suis un grand lecteur de René Girard. Vous savez, dans tous les travaux tournent autour de la violence, et il dit quelque chose de très important. Il dit, mais vous savez, dans l'histoire, les sociétés, quand elles n'arrivent plus à rétablir leur unité, elles cherchent fatalement à la rétablir par la violence. Les sociétés excessivement divisées rétablissent leur unité par la violence. Alors la violence, ça peut être la persécution unanime, le bouc émissaire, enfin bon, ces choses qui sont bien connues, mais sur lesquelles on ne réfléchit pas assez. Nous avons exclu cette possibilité. Enfin, dans ce que nous avons fait, bien sûr, intellectuellement, nous pensons qu'il y a une part de vérité dans tout ça, mais dans tout ce que nous avons fait depuis des décennies, je pense en particulier à l'Occident, nous avons éliminé cette possibilité. Voilà. Nous n'en avons plus tenu compte dans ce que nous décidions de faire. Et l'histoire du Capitole, elle est extraordinaire. C'était inimaginable. Inimaginable, la société la plus évoluée. Alors, elle n'est pas dénuée, ça a toujours été un pays violent. Mais cette violence-là, qui s'est affichée à la face du monde, elle était inconcevable. Et bien pourtant, ça peut arriver. Mais comme il était inconcevable au moment de la terreur, que des gens qui auparavant étaient des bourgeois, des notables, des commerçants tranquilles, et se sont transformés quelque temps en bêtes sauvages, et ensuite sont redevenus tout à fait des citoyens tout à fait normaux sous l'Empire et puis sous la Restauration. Personne n'est à l'abri de cette extériorisation de la violence dès lors que les conditions sont réunies pour qu'elle s'extériorise. Et alors individuellement, mais surtout collectivement, voilà, la violence collective, elle est, voilà, c'est le lynchage, encore une fois, c'est l'effet c'est la psychologie des foules. Hein, d'un seul coup, une multitude d'individus tout à fait normaux peut former une bête sauvage et pour laquelle plus rien ne compte. Hein. Voilà, on arrive dans une violence ultime. Alors, regardez la société autour de nous, regardez les sociétés occidentales, regardez monter cette violence à laquelle nous ne croyons pas. Nous ne croyons tellement pas qu'on n'a pas arrêté de nous expliquer qu'il y avait un sentiment d'insécurité ou un sentiment de violence, mais que ça n'était pas vrai. Vous savez, c'est l'histoire de la violence à l'école. Hein. Alors vous disiez, mais quand même, il y a beaucoup de violence. C'était quelque chose de très nouveau pour notre République. Et on vous répondait, non mais regardez les statistiques. Hein. C'est pas vrai. Jusqu'au jour où on a découvert Pas de vague. Vous savez, le mouvement Pas de vague, les profs en ayant marre, un incident de plus qui était une goutte d'eau, on commençait à dire, bah oui, c'est normal que les statistiques ne le montrent pas, parce que nous vivons sous l'empire du pas de vague. C'est-à-dire beaucoup de choses ne sont pas signalées parce qu'il ne faut pas faire de vagues. Bon, et on s'est rendu compte que la réalité de cette violence était bien au-delà, elle est bien au-delà des statistiques, mais jusque-là, c'était le chiffre. Les statistiques ont toujours raison, ça aussi c'est une des caractéristiques de notre époque, rendez-vous compte. Hein, même pendant la pandémie, un organisme censé délivrer des informations scientifiquement rigoureuses, je parle de Santé publique France, a osé faire un spot qui était ainsi libellé: seuls les chiffres ne se discutent pas. Seuls les chiffres. Personne n'a rien dit, hein, mais c'est une énormité. C'est une énormité du point de vue de la science, et une énormité tout court. Vous savez, on voyait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait des gens qui se disputaient sur un tas de choses avant puis brusquement, vous avez ce panneau, seuls les chiffres ne se discutent pas. Mais si, les chiffres se discutent. Ça ne veut pas dire qu'ils mentent, mais ça veut dire il faut les discuter, savoir comment ils ont été. Et en fait, nous ne voulions pas voir cette violence, et cette violence, elle est là, elle monte, et l'histoire du Capitole, ça a été une explosion, enfin, à la face du monde. Comprendre que l'Occident, les États-Unis en particulier, ont montré à la face du monde qui redevenait sauvage, tout en continuant à donner des leçons au monde entier. Et cet effet terrible de contraste,
en fait, il continue. On voit que bah, les autres dans le monde disent vous êtes bien gentil avec votre modèle que vous voulez faire partager à tout le monde, mais vous n'êtes quand même pas bien placé pour vous n'êtes pas très bien placé pour le diffuser, pour l'imposer. C'est ça qui est en train de se passer. Nous avons vécu une période d'occidentalisation du monde depuis, disons, 15e siècle jusqu'à la décolonisation. Au fond, nous avons imposé aux autres un modèle de civilisation, de civilité, qui avait ses vertus, que les autres ont parfois admiré. En tout cas, ils ont admiré la science, ils ont admiré la technique, etc. Mais cette période, elle est terminée, parce que l'Occident lui-même est divisé, ravagé par la violence, par des formes naissantes de barbarie à l'intérieur de lui-même, et par les autres qui n'en peuvent plus, et chez lesquels les vieux fantômes du passé ressortent. Nous assistons à un grand retour du refoulé, alors national, impérial, civilisationnel, culturel, religieux, voilà, qui ne peut plus rester enfermé, et qui s'exprime avec toute la violence des refoulés qui ressortent brutalement de leur prison. Et si on ne veut pas admettre ça, nous allons aller de catastrophe en catastrophe. L'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne, vient de sortir un livre sur son expérience diplomatique assez riche, qu'il a intitulé « Les autres ne pensent pas comme nous ». Voilà, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Pour faire une petite incursion sur l'Ukraine, j'ai assisté à un débat l'autre jour entre Hôtel Krief et Hubert Védrine. Et Hôtel Krief dit mais, il va falloir juger Poutine pour ses crimes de guerre. Bon, Hubert Védrine dit oui, mais vous allez aller le chercher comment? Bon, ouais, évidemment, c'était une impasse, donc elle a repris la parole. Et elle dit, mais de toute façon, il faut le juger. C'est une question de valeur. Et Védrine a repris la parole, il a dit, mais très bien, et vous allez le juger au nom de quelle valeur? Les nôtres. Les nôtres. Mais rien ne dit que ce sont les valeurs de tout le monde. Voilà, si nous oublions tout ça, toutes ces choses qui ne se voient pas mais qui sont en nous et qui sont constitutifs de la nature humaine, alors nous allons aller devant une période très difficile. Alors, je sais bien que de toutes les périodes difficiles du passé, il a pu sortir du bien. La crise du 14e, 15e siècle en France, tournant du 14e, 15e siècle, où l'État s'effondre, où la guerre est partout, où il y a des jacqueries et des gens qui égorgent d'autres gens, l'insécurité est terrible, il en sort, et plus la peste noire, par ça aucun rapport avec notre époque, l'histoire ne se répète jamais, paraît-il, il en sortira la Renaissance. De la Seconde Guerre mondiale, il sortira les 30 Glorieuses, mais quand même, que de souffrance pour le passage d'une période à une autre, que d'atrocités, que de victimes. Alors oui, nous nous sommes remis de la Deuxième Guerre mondiale, mais celui qui débarquait sur le quai à Auschwitz s'en est pas remis. Voilà, donc il faut... Ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer du monde et de l'humanité, mais si on pouvait s'éviter des périodes aussi terribles que celle-là, ça serait quand même mieux, non? Sur la guerre en Ukraine, vous avez été l'auteur d'une tribune dans le Figaro qui a été très commentée, qui a fait beaucoup réagir, qui s'intitulait « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Au vu des derniers événements qui se sont produits en Pologne, quelle est votre réaction? Alors d'abord,
la Pologne, l'incident de Pologne prouve une chose, c'est que nous sommes à la merci d'un accident. Voilà, donc il faut que nous mettions ça dans la tête. Nous sommes à la merci d'un accident. Et pour revenir sur le fond du problème, qui était le but de ma tribune, d'abord, moi, je refuse l'injonction du « vous devez prendre parti ». Prendre parti, ça veut dire on vous demande où est le bien et où est le mal. Si vous raisonnez ainsi, il n'y a plus de pensée possible. Vous ne pouvez plus mesurer, vous ne pouvez plus analyser la nature des événements, vous ne pouvez plus mesurer les risques, parce que si il y a le camp du bien, et si je suis dans le camp du bien, alors je peux tout me permettre. Le bien peut tout se permettre. Le bien n'a pas de limite puisqu'il est le bien, c'est comme la vérité. Combien a-t-on tué de gens dans l'histoire au nom de la vérité, au nom du bien? Je veux dire, c'est incalculable. Donc moi, je refuse cette injonction permanente qui fait qu'on a beaucoup de mal à avoir une discussion sur ce sujet. Choisissez, voilà. Et moi, ça ne m'intéresse pas de choisir. J'ai ma conviction personnelle. À vous dire, mais c'est immoral. Mais non. La morale en politique, c'est pas ça. La morale en politique, c'est pas de choisir le camp du bien ou le camp du mal. Alors l'Ukrainien, il n'a pas le choix. Enfin, celui qui est attaqué, qui est menacé dans sa vie, il n'a pas le choix. Le camp du bien, c'est lui, parce que... Mais c'est une guerre totale. Hein. Bon. Mais pour nous, c'est tout autre chose. En politique, il y a deux attitudes possibles. La première, c'est la bonne conscience. Je fais le bien, j'ai raison, je suis dans le vrai. Ça, c'est pas la morale, c'est le contraire de la morale. La morale de la politique, elle est dans le cas de conscience. Dans le déchirement de la conscience face à des situations où, en réalité, il n'y a pas de bonne solution et il faut trancher quand même. Enfin, il va falloir trancher, il va falloir décider quelque chose, mais dans le déchirement de la conscience. Voilà, vous savez, Camus disait « Antigone a raison et Créon n'a pas tort ». Alors, il y a des gens qui préfèrent présenter les choses comme « Antigone a toujours raison », magnifique, mais c'est tragique parce que, en réalité, il y a deux légitimités qui s'opposent, et même si vous préférez à la fin Antigone, vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'autre hypothèse. Antigone, elle défend le droit de la famille d'enterrer son frère, et Créon, il défend le droit de la cité, l'état de droit, si vous préférez. Bon, voilà. Vous ne pouvez pas trancher a priori, en toute bonne conscience, entre les deux. Voilà, et ça, il faut l'accepter, sinon il n'y a plus de morale. Alors moi j'ai cité, je vais vous raconter cette histoire, parce que c'était ce qu'il y avait de plus important dans cette tribune, mais comme ça sont des sujets qui n'intéressent personne, et c'est bien dommage. Vous citez un texte de René Char, le poète. Pendant la guerre, il est responsable d'un maquis. Et un jour, avec ses maquisards, il se trouve sur les hauteurs d'un village. Les Allemands ne savent pas qu'il est là, qu'ils sont là, ils sont bien armés. En bas, les SS viennent arrêter un de leurs copains dans le village. Et ils peuvent tuer les Allemands. Donc, il dit que tous les regards de mes compagnons attendent de moi, je donne l'ordre, ils n'attendent que ça. Et il dit, j'ai pas donné l'ordre. Ça, c'est une situation tragique. Pourquoi? Parce que s'il donne l'ordre de tirer, vous tuez les SS. C'est bien, c'est des salauds, c'est des tortionnaires, tout ce que vous voulez, des nazis. Bon, vous avez rendu service à l'humanité. Vous sauvez votre copain, donc c'est bien. Mais il dit, les Allemands seraient revenus et auraient massacré le village. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas donné cet ordre. Alors il est déchiré. Mais la politique, elle est faite pour ça. Ça ne concerne d'ailleurs pas que la politique, ça concerne une partie de la vie, mais la politique, elle a
d'une manière ou d'une autre, à traiter à te confronter à des dilemmes tragiques de ce genre, c'est qu'à un moment, il va falloir décider, mais il faut avoir bien conscience que ça n'est pas simple, on est entre le bien et le mal. On est dans cette zone où les choses se mêlent inextricablement. J'ai eu cette discussion sur la guerre d'Espagne aussi avec Raphaël Enthoven. Je dis, mais parce que dès que vous commencez à rentrer dans ce genre de considération, on vous traite de munichois. Donc, non mais je dis, mais Blum, il refuse d'intervenir dans la guerre d'Espagne. Alors, il y a des raisons. C'est pas parce que Blum est un salaud. C'est pas parce que Blum est munichois avant l'heure, c'est pas parce que c'est un lâche. C'est parce que les Anglais ont dit que si la France intervenait en Espagne, ils rompraient l'alliance franco-anglaise, parce que leur obsession, c'était les communistes, les soviétiques. Bon. Mais quand vous êtes dans cette situation, ça devient beaucoup plus compliqué de trancher. Et donc, il fait le discours du Luna Park, où il explique, Blum, pourquoi il ne va pas intervenir en Espagne. Et Raphaël Enthoven me dit, mais il l'a regretté toute sa vie. C'est vrai. Je lui dis, heureusement qu'il l'a regretté toute sa vie, parce que c'est dans ce déchirement-là que se trouve la morale. Après, au regard de l'histoire, on peut se dire, ils avaient tort ou raison, mais... Voilà, c'est la même chose à Munich. Daladier, c'est pas un lâche, c'est pas un salaud, c'est pas. Mais il a à côté de lui Chamberlain qui dit si on n'a pas un accord, j'aurai l'alliance. Hein. Toujours la même histoire. Hein, bon. Il n'y a pas d'idéalisme. C'est le retour du tragique. C'est la fin des idéaux, en fait. Non, mais les idéaux, il faut bien comprendre une chose. C'est comme la démocratie. Vous savez, les idéaux, ils sont dans le ciel des idées. Mais nous vivons sur Terre. Quand vous faites redescendre les idéaux sur Terre, il faut des idéaux, c'est-à-dire ces valeurs suprêmes vers lesquelles nous tendons en ayant conscience, ou nous devons tendre en ayant conscience, c'est ça la grandeur de la civilisation occidentale, en ayant conscience que nous ne les atteindrons jamais. Alors, je vous donne l'exemple de la démocratie. La démocratie, dans le ciel des idées, c'est facile, hein, Bon, il y a évidemment la libre expression, la liberté, au fond, la loi de la majorité. Bon, voilà, la majorité décide et on se plie à la loi de la majorité pour éviter de se taper dessus. Oui, mais quand vous descendez sur Terre, ça devient beaucoup plus compliqué. Pour le démocrate espagnol, la démocratie, c'est que si une province veut son indépendance, au hasard la Catalogne ou le Pays Basque, alors il faut d'abord demander au peuple souverain espagnol son accord. Et ensuite, on interrogera le peuple catalan ou le peuple basque. Pour le démocrate catalan, il faut uniquement demander son avis au peuple catalan. Et vous voyez bien qu'il y a c'est un vrai sujet, quoi. La France, quand elle a lâché l'Algérie, De Gaulle a d'abord organisé un référendum sur l'autodétermination. Quand les Français ont accepté l'autodétermination, alors on a fait un référendum sur l'indépendance. Mais selon de quel côté vous vous trouvez, vous n'en avez pas la même notion. Pareil dans les pays où il y a 2 ou 3 communautés qui sont, soit pour des raisons religieuses ou ethniques différentes. La loi de la majorité ne résout rien. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est le minoritaire qui gouverne, l'ethnie majoritaire, elle va trouver qu'elle est oppressée. Mais si l'ethnie majoritaire prend le pouvoir, c'est l'ethnie minoritaire qui va être oppressée. Et donc les deux ont la certitude d'avoir raison, mais ça n'est pas simple. La vérité, c'est pareil. La vérité, regardez la science. La science, c'est une méthode pour essayer d'atteindre une vérité qu'on n'atteindra jamais. Mais si vous dites que la science, c'est la vérité, alors c'est terminé. D'abord, il n'y a plus de science, puisqu'on ne peut plus progresser. Hein. Puis ça devient totalitaire. Donc il faut... Enfin, cet aller-retour entre ce que Platon appelait le ciel des idées et puis l'ici-bas où nous vivons, il est indispensable.
Et non, il n'y a pas de recette pour avoir la conscience tranquille. Et non, il n'y a pas de recette pour trancher sans avoir de déchirement intérieur. Non, il n'y en a pas, il y a notre conscience. Voilà, et en fait, tout ce que nous faisons en pensant que nous n'avons pas ne sont pas confrontés à des déchirements de la conscience, ce sont des fautes contre l'humanité, des fautes contre la nature humaine, et des fautes qui nous conduisent en général aux pires catastrophes et aux plus grands crimes. Voilà ce que moi j'ai envie de vous dire. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut éviter dans la politique, mais dans la vie en général. C'est la confrontation des absolus. J'ai absolument raison, je suis absolument dans le vrai, je suis absolument bon, parce que ça conduit à une confrontation, une forme de guerre totale. Hein. Tant qu'on n'a pas détruit l'autre, on n'est pas content. Et le deuxième principe, j'emprunte à Camus, Camus disait nous avons besoin d'une philosophie des limites. C'est de se mettre des limites. Je peux croire, je peux avoir une foi, je peux croire que ce que je pense est vrai, que ce que je pense est bon, mais je dois me mettre une limite sur les conséquences que j'en tire. Voilà. Et la question des limites, nous l'avons aussi totalement laissée de côté. Et quelle place pour l'universel entre les limites et l'absolu? Quelle place? Mais l'universel, d'abord, là aussi, nous avons une vision universaliste de l'homme. Ça veut dire que nous pensons que dans chaque homme, il y a des choses à respecter, il y a une dignité égale, etc. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes pensent la même chose. Voilà, c'est notre regard sur les hommes qui est universaliste, mais c'est pas le regard que les autres ont, c'est pas forcément le regard que les autres ont sur nous ou sur eux-mêmes. Ou alors on fait les croisades et la colonisation, mais dans la pire version. Hein, c'est-à-dire que à ce moment-là, on part en guerre contre tout le monde. Et la politique, c'est d'essayer de trouver, en tâtonnant, les meilleures façons de vivre ensemble sans s'entretuer. Voilà, personne ne trouvera la recette de la paix universelle. Personne ne trouvera la recette qui vous conduit à la victoire définitive du bien contre le mal. Avec la plus belle religion d'amour du monde, vous pouvez commettre les plus grands crimes. On en a commis combien au nom de l'Évangile? Combien? Et moi, sans chrétien, je trouve que ce sont des textes magnifiques, les textes de l'Évangile. Mais tout en disant aimez-vous les uns les autres, on finit à Béziers avec tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Mais ça n'arrive pas que pendant la croisade des Albigeois, à Béziers, dans la bouche du légat du pape. C'est quelque chose qui nous menace tous sur tous les sujets sur lesquels nous devons sans arrêt réfléchir. Et voilà, si on pouvait regarder les choses comme ça, je pense qu'on s'éviterait, non pas tous les crimes de l'humanité, puisque nous sommes condamnés, hélas, à en perpétrer beaucoup, mais je pense qu'on en ferait peut-être moins. Et encore une fois, personne n'est à l'abri. Je reviens sur la guerre. Vous savez, moi j'aime bien les gens qui viennent sur les plateaux et disent ça n'arrivera jamais. Alors, parce que si on fait un calcul rationnel, personne n'a intérêt à... Ici, le thème général de ces rencontres, c'est les idées mènent le monde. C'est une formule que beaucoup de gens ont employée. Keynes l'avait employée de la façon suivante. Il disait les idées gouvernent davantage le monde que les intérêts. Mais si ce sont les idées, ça nous renvoie, encore une fois, au conscient et à l'inconscient. Ça nous renvoie à beaucoup de choses invisibles qui font partie sont constitutifs de notre nature humaine. Vous croyez vraiment que Churchill, en 1940, sait et accepte l'idée que 3 ans plus tard, les Alliés vont bombarder Hambourg pendant une semaine
puis toutes les villes allemandes, pas les objectifs militaires. Hein. Vous croyez qu'ils pensaient qu'un jour, il ordonnerait de bombarder Dresde avec des bombes incendiaires toute une nuit en faisant entre 40 000 et pour certaines estimations, 80 000 morts. Non. Non, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage de la violence, l'engrenage de la guerre. Vous croyez que Truman avait pensé qu'un jour, il allait jeter 2 bombes atomiques sur 2 villes, pas 2 bases militaires, 2 villes. Voilà, si nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes, si nous ne prenons pas conscience de cette violence qui est en nous, et de l'engrenage de la violence, de la montée aux extrêmes que constitue toute ouverture dans les défenses qui nous empêchent ordinairement de céder à cette violence, nous allons à l'intérieur de nos sociétés, comme à l'extérieur, dans le reste du monde, vers des situations qui seront des situations abominables. Regardez, ça monte et on s'habitue. On s'habitue. Maintenant, quand les policiers et les gendarmes qui en ont assez de voir les voitures foncer sur eux quand ils cherchent à les arrêter, ils tirent. Alors, au début, on a dit « Ah oui, mais quand même, il ne faut pas, scandaleux, donc très bien ». Et puis, ça y est, on s'est habitué, mais c'est normal, puisque personne ne les protège, puisque il n'y a plus de barrière sur celui qui fonce, barrière intérieure pour celui qui lui fonce dessus. Il y a un moment où voilà, il sort son arme, et puis petit à petit, ils sortent tous leurs armes. Regardez la montée de l'autodéfense. Il y a un sentiment qu'à partir du moment où on n'est pas protégé, eh bien on en vient à se protéger soi-même. Il y a des gens qui n'avaient jamais pensé qu'ils pourraient faire ça dans leur vie, mais ça commence. Ça commence parce que, encore une fois, c'était un sentiment, l'insécurité, la violence aussi. Puis la justice, finalement, elle n'est pas laxiste, elle est vachement sévère, enfin très sévère, ça se voit, oui. Puis un jour, la réalité s'impose et la digue, elle cède. Vous dites que nos démocraties se rendent compte qu'elles ne sont pas immortelles. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a été trop naïfs ? Vous aviez déjà, je dis ça parce que je reviens un petit peu aussi sur votre parcours. Hein. Il y a 30 ans, vous aviez fait la campagne du non au traité de Maastricht aux côtés de Philippe Séguin. Le traité avait été approuvé par référendum, par une courte majorité de Français, 51% des Français. Est-ce que déjà, sur ces questions de souveraineté européenne, souveraineté française, c'était difficile de se faire entendre ? Oui, ça aussi c'est un des mots de notre époque. Hein. C'est difficile de se faire entendre. C'est-à-dire qu'on peut faire la liste de tous les débats interdits, elle est très longue, depuis une 40aine d'années. Voilà, moi, je me souviens, je raconte souvent cette histoire, mais j'étais maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris à l'époque. On reçoit, après le résultat du référendum, tous les enseignants reçoivent une lettre du directeur de l'époque, qui était un homme par ailleurs parfaitement estimable, disant, écoutez, voilà, le non a failli l'emporter. Donc ce résultat serré engage notre responsabilité de pédagogue. Voilà, ça voulait dire qu'on avait tout raté, puisque il pouvait y avoir autant de gens qui votent non au traité de Maastricht. Je pense que, alors je vais laisser de mon cas personnel de côté, mais je pense que Philippe Séguin n'était pas un suppôt du fascisme, de la dictature, de la barbarie. Voilà, je pense que Jean-Pierre Chevènement non plus. Enfin, voilà, on peut être en désaccord. Mais ça avait été très difficile de mener cette campagne. Mais après, c'est devenu encore pire. Hein, par exemple, on ne s'en rappelle plus, mais la politique du Francfort, qui a été l'antichambre de la création de l'euro, mais on ne pouvait pas en parler. Un économiste connu à l'époque, Jean-Paul Fitoussi, avait même écrit un livre à succès qui s'appelait « Le débat interdit ». On en parlait, vous aviez des taux d'intérêt qui étaient à 10% sur des cycles de trésorerie. C'était inimaginable, taux réel. Hein. Voilà. C'était inimaginable. On s'enrichissait en dormant, pendant ce temps, ça veut dire qu'on prenait au travail. Ça nous a valu la première récession d'après-guerre. Voilà, ça nous a valu un chômage qui est monté jusqu'à plus de 3,5 millions de chômeurs. C'était la première grande poussée du chômage de masse. Et derrière, il y a des vies.
Hein, c'est pas, mais on ne pourrait pas parler non plus de la finance. Moi, j'ai appartenu à, j'ose même plus dire une famille politique, parce qu'hélas, moi j'étais rentré dans une famille politique où il y avait une histoire, il y avait des personnages, il y avait des Mesmer, des Debré, des Chaban, bref. Et quand j'étais député, je me souviens très bien, dans mon propre parti, quand vous disiez, là, quand même, on a un problème avec la finance globale, il y a un problème. Voilà, c'est un problème qu'on a déjà eu dans l'histoire. Hein. On peut faire la liste de toutes les crises financières et de leurs conséquences sur la vie des gens de l'histoire. Elles se produisent toujours à peu près pareil, à tel point que Galbraith, un économiste américain, qui avait fait la recension des crises, ce qu'il appelait des euphories financières, et montrait que le schéma était à peu près toujours le même, et que d'une crise à l'autre, on n'apprenait jamais rien. Bon, bah là c'est pareil, il était impossible d'en parler, il y a toujours un imbécile qui se levait en disant on n'est pas au Parti communiste ici, c'est pas possible. Mais, enfin, donc on n'a pas pu avoir ce débat jusqu'en 2008, jusqu'à ce que la crise nous saute à la gorge. Avec combien de dégâts, on ne se rend plus compte, on a oublié, parce que celui qui n'est pas touché pense que tout ça, finalement, s'est bien passé. Les dégâts ont été énormes et nous sommes passés à côté d'une catastrophe sans précédent, par rapport à laquelle même la crise des années 30 aurait sans doute été jugée moins grave. Donc, voilà, on ne peut pas... Voilà, il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas parler. Aujourd'hui, il y a bien plein de sujets dont vous ne pouvez pas aborder, enfin, vous les abordez à vos risques et périls. Hein. Voilà, et là, ce qu'on a appelé à une époque la pensée unique, moi je l'ai rencontrée, elle n'était pas tendre, hein, je peux vous dire. Voilà, vous pouvez avoir un débat sur la mondialisation, non. Un débat sur l'Europe, non. Un débat sur la finance, non. Un débat sur la guerre, non. Un débat sur la façon dont on a traité la pandémie, non. Non, on ne peut pas. Vous disiez, la pandémie, ce n'est pas forcément la meilleure façon de s'y prendre. Ah ben, vous deveniez tout de suite complotiste, obscurantiste. On a le droit d'en parler, oui. Mais quand on n'a plus le droit d'en parler, ben, c'est fini. Hein. Moi, je n'ai pas vu, pendant la pandémie, un seul parti politique dire on n'est pas d'accord avec ça et essayer de proposer autre chose. Je ne dis pas dire n'importe quoi. Enfin, mais... Donc on a laissé la parole aux complotistes, aux hystériques, ce qui prend ici un argument en or pour ceux qui faisaient la politique dont on n'avait pas le droit de discuter. Voilà, et la guerre c'est pareil. Vous vous rendez compte qu'on a quand même fait une campagne législative sans que personne ne parle de la guerre. Personne. Personne n'a osé parler de la guerre. Ça nous entraînait, quels étaient les risques, qu'est-ce que la France pouvait dire dans cette guerre, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Rien. Voilà. Mais le résultat de tout ça, et ce n'est pas vrai que pour la France, mais le résultat de tout ça, c'est que nos démocraties occidentales vivent une crise sans précédent depuis les années 30. Et le risque est que ça nous conduise au même endroit. Alors ça prendra d'autres formes, hein, d'autres visages, d'autres formes, mais des événements d'une gravité tout à fait identique. Tous les tabous sont tombés. Hein, parce que vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas, face à toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les angoisses qui accablent les gens, avoir un système politique, des politiciens qui, la veille des élections, vous disent « je vais tout changer, vous allez voir, on va faire ceci, on va faire cela », puis le lendemain des élections, vous dites « ouais, mais j'y peux rien, hein, je voudrais bien, mais j'y peux rien ». Il faut se demander pourquoi on ne peut rien. Et je sais bien que c'est difficile de répondre à cette question, que c'est dérangeant, mais si on ne cherche pas à y répondre, malgré le dérangement intellectuel et moral que ça implique, alors oui, nous allons aller comme des somnambules, pas seulement vers la guerre, hein, pas seulement vers la guerre à l'extérieur, vers la guerre à l'intérieur, et vers une situation qui sera
y va, la guerre de tous contre tous. Est-ce que l'action politique peut quand même faire quelque chose parce que vous nous dites que les démocraties sont vulnérables de l'intérieur et de l'extérieur, et vous dites aussi que la politique est l'expression de la volonté humaine. Je dis que mais ça, c'est une vision de la politique, enfin c'est la mienne, c'est celle du gaullisme, du bonapartisme, du colbertisme, enfin voilà, c'est la politique comme expression de la volonté humaine dans l'histoire. Et on rejoint la question d'ailleurs de la souveraineté. Au fond, c'est quoi la souveraineté? D'abord, il ne faut pas la confondre avec l'indépendance. S'il y a deux mots, c'est qu'il y a deux choses. La souveraineté, c'est le droit imprescriptible pour une personne ou pour un peuple de dire non, d'opposer un refus ultime, déterminé, à tout ce qui lui paraît une forme d'asservissement pour lui-même ou pour un peuple. C'est d'ailleurs, Malraux définissait ainsi le gaullisme, il disait c'est la force du non, alors N-O-N, dans l'histoire. Et c'est vrai, mais c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est le nom, par exemple, qu'oppose De Gaulle à l'état-major allié au moment où de la contre-offensive allemande dans les Ardennes, à l'hiver 44-45. Les Allemands contre-attaquent, l'état-major allié demande aux troupes françaises qui occupent Strasbourg d'évacuer Strasbourg pour pouvoir organiser une contre-attaque. Et le général de Gaulle dit, si on évacue Strasbourg, il va y avoir les Allemands vont se venger, etc. Il est hors de question d'évaluer, et ordonne aux troupes françaises de rester dans Strasbourg. Pourtant, il a placé lui-même les forces françaises sous le commandement allié. Eh bien, ce nom, c'est le nom de la souveraineté. Il ne perd pas sa souveraineté parce qu'il a placé les forces françaises sous le commandement allié. Il perdrait sa souveraineté si à cet instant-là, il se refusait le droit de dire non. Voilà, vous voyez, la souveraineté, c'est la caractéristique d'une personne ou d'un peuple, et c'est un rapport à soi-même. Alors, on peut perdre les moyens d'exercer sa souveraineté, on peut refuser de l'exercer, moi je dis souvent, mais Vichy, c'est le refus d'exercer sa souveraineté. Vous pouvez très bien faire autrement, en assumant les risques, les conséquences. Et la France libre, c'est le refus de ne pas exercer sa souveraineté. Il faut relire Camus, enfin, on devrait faire lire à tous ceux qui veulent prendre en charge les destinées des autres. L'homme révolté, Camus, que dit-il? Il dit, l'homme révolté, c'est celui qui dit non. Et qu'y a-t-il dans ce non? Vous avez franchi une limite. Et il dit, même l'esclave peut dire non à son maître. Il prend la responsabilité de le faire et il en assume les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il peut être mis à mort. Mais il dit non, et dans ce non, vous avez franchi une limite. Mais c'est ça la souveraineté d'un être et la souveraineté d'un peuple qui a une conscience de peuple. Il peut très bien renoncer à l'exercer pendant longtemps. Il y a des peuples qui ont accepté la colonisation, la soumission, et puis qui un jour ont décidé de dire non. Et quand ils décident de dire non, même à main nue, un peuple qui a décidé de dire non, il arrive le plus souvent à conquérir sa liberté. Donc c'est un rapport à nous-mêmes. L'indépendance, c'est un rapport aux autres. L'indépendance, ça se fait avec les autres. Le premier est une souveraineté, c'est une délibération avec soi-même. Non, la France n'a pas perdu sa souveraineté. Non, chacun d'entre nous n'a pas perdu sa souveraineté. Non, le peuple français n'a pas perdu sa souveraineté. Il a renoncé à l'exercer pour l'instant, en partie. Il s'est délesté de certains instruments qui lui permettent de l'exercer. Mais il peut toujours dire non. Alors après, ce non peut être raisonnable, déraisonnable, nuancé. Quand De Gaulle fait la chaise vide à Bruxelles sur la politique agricole commune, il ne sort pas de l'Europe, il ne casse pas tout, mais il dit là, ça ne va pas, vous ne tenez pas compte des intérêts vitaux de la France, donc la France ne siège plus. Très vite, tout le monde est revenu autour de la table parce que vous ne pouvez pas se passer de la France pour décider. Mais ce non, ce refus qui est dans la politique de la chaise vide, il est l'expression de la souveraineté. Personne ne peut retirer ce pouvoir
à un peuple. Voilà. En revanche, l'indépendance, oui, l'indépendance, c'est un rapport aux autres. L'indépendance, ça se construit avec les autres. Ça se construit dans des alliances, ça se construit dans des compromis, ça se construit... Bon, on accepte un peu... On n'est jamais totalement indépendant. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, chacun est dépendant de tous ceux qui vivent avec lui, et chaque pays, chaque peuple est dépendant aussi, interdépendant des autres. Donc ça se construit avec les autres. C'est pour ça que je pense qu'il faut dire il y a la souveraineté du peuple français et l'indépendance de l'Europe, qui était au fond la thèse du général, mais pas la souveraineté française et la souveraineté de l'Europe. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas compatible. Hein, vous voyez, ça ne veut rien dire. Ou alors, il n'y a plus de peuple français, il y a un peuple européen, sauf que ça ne se décrète pas, sauf que c'est le produit d'une lente maturation historique, culturelle, encore une fois. Mais s'il y a un peuple européen, il peut y avoir une souveraineté européenne. Mais il n'y a plus, à ce moment-là, les peuples européens ont décidé de se fondre dans un seul peuple, et en tant que peuple, de disparaître. Et c'est une impasse. En revanche, travailler à l'indépendance de l'Europe, ça, c'est un projet politique qui a du sens. Alors après, on peut se disputer sur le degré d'indépendance, sur la manière dont on assure cette indépendance. Mais si on n'appelle pas les choses par leur nom, on ne risque pas de faire une bonne politique. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette réflexion profonde, en tout cas, sur l'actualité. Merci.